Il a mis sur pied Mission Québec 76 pour augmenter la représentation des athlètes québécois aux Jeux olympiques. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Faneuf. Bonjour. M. Faneuf, avant de vous lancer en politique, vous avez occupé différentes fonctions, mais c'était principalement orienté vers le sport, c'est ça? Les derniers temps, les dernières années, j'ai été professeur d'éducation physique à l'île Perrot et je suis devenu par la suite directeur des sports à la Cité des jeunes de Vaudreuil. Alors, quand j'ai été élu en 1970, j'ai quitté mon poste de directeur des sports, mais j'ai fait plusieurs choses dans la création de différents organismes au Québec, comme les conseils régionaux de loisirs, les CRL. Ça ne disait rien à personne à ce moment-là, mais c'est avec eux qu'on a réussi à faire les Jeux du Québec par la suite. Je vous donnerai ça tantôt. Et en 66, 67, avant encore que vous lanciez, vous n'avez pas formé un camp d'été avec Gilles Aude, qui est devenu votre collègue plus tard? Oui, en 1966, exactement, on a créé le camp CEP, camp d'éducation physique, Gilles Aude incorporé. J'étais son associé à 50 et j'en fus le directeur pendant la première année, d'ailleurs. J'ai dirigé le camp. J'ai trouvé ça, d'ailleurs, très agréable. La fille de René Lévesque était au camp. Bon, on avait beaucoup de vedettes de télévision à ce camp-là. Et il y avait 60 participants. Ça fut très agréable, d'ailleurs, comme défi. Et c'était un camp d'été qui avait une vocation particulière? Sport. Sport. Définitivement orienté vers le sport. On avait Bernard Valois pour enseigner la trampoline et le plongeon. On avait Claude Marie, qui est de la Palais national, pour enseigner la natation, la voile. On avait des spécialistes, puis vraiment de très bons spécialistes au camp. Alors, ça a été un camp vraiment orienté pour le sport. À la fin des années 60, le gouvernement de l'Union nationale avait créé les Jeux du Québec, mais vous avez été le premier président fondateur. Enfin, quelle fonction vous avez exercée et comment vous avez mis ça en place? Bien, les Jeux du Québec, c'est des réunions qu'on a tenues chez Butch Bouchard pendant quelques mois avec Charlie Burroughs, qui est un éducateur physique, Alois Wojciechowski, un journaliste, la mémoire me fait un défaut actuellement, qui est décédé depuis, Claude Lacasse d'Ottawa. On se réunissait chez Butch dans le sous-sol. Et puis, on a discuté de comment est-ce qu'on pouvait décentraliser les fédérations sportives. Et on a pensé, on avait créé des conseils régionaux de loisirs, les CRL qu'on appelait à l'époque. J'avais créé celui du Sud-Ouest du Québec. J'étais président, fondateur du Conseil régional des loisirs du Sud-Ouest du Québec. Et avec ces organismes-là, on a pensé mettre sur pied les Jeux du Québec. Et parce qu'on avait décentralisé, puis on avait des structures un peu partout dans la province qui nous permettaient justement de penser à faire les Jeux du Québec un peu partout. Et c'est ce qui s'est produit. C'est pas l'Union nationale qui a démarré les Jeux du Québec. Les premiers Jeux ont eu lieu à Rivière-du-Loup et j'y assistais comme député. Alors, c'est les partis libéraux qui n'ont pas forcément, parce que c'est une structure qui était indépendante du gouvernement. Et les gens, d'ailleurs, ça existe encore aujourd'hui, c'est devenu une structure permanente. Il y a eu des Jeux d'été, les premiers. Ensuite, il y a eu des Jeux d'hiver. Ça alternait entre les deux. Les villes étaient choisies au hasard, là, selon les demandes que c'est les villes qui appliquaient pour devenir. Comme les Olympiques, d'ailleurs. C'était un peu à l'image des Olympiques. Et ça fonctionne encore aujourd'hui. J'en suis très fier, d'ailleurs. Et il y a des athlètes de pointe qui sont développés pour ça. Bon Dieu, il y a des athlètes. Il y a beaucoup de gens. Il y a même un magicien très connu qui se vantait l'autre jour, j'étais avec lui, d'avoir participé en tennis aux Jeux du Québec. C'est comme ça. Puis d'ailleurs, il y a même une jeune fille qui est animatrice à Radio-Canada qui a participé aux Jeux du Québec. Et c'est comme ça qu'elle a développé son goût pour le sport. Elle est devenue animatrice dans le domaine du sport. Alors, ça a ouvert des horizons à beaucoup de jeunes, les Jeux du Québec. Ça en ouvre encore, d'ailleurs. Et ce cheminement-là avec les organismes de loisirs, bien, ça vous dirigeait presque immanquablement vers une carrière politique? Absolument pas. Non? Non. Moi, j'y songeais pas. Même si j'ai travaillé en politique
pour l'organisation politique. J'ai travaillé à la campagne de Géloud dans Fabre en 1966. J'ai travaillé au Congrès à la chefferie pour Robert Bourassa dans les années 69, fin 69, pour arriver en 1970, à l'élection 70, mais sans arrière-pensée. Je ne pensais vraiment pas aller en politique, personnellement. Mais comment on vous a recruté? Moi, j'ai toujours dit que je suis le député du hasard. J'ai reçu un téléphone de Paul Desrochers un soir, m'annonçant qu'il avait trouvé leur candidat dans Vaudreuil-Soulanges. Alors, j'ai dit, c'est qui? Il dit, c'est toi. Je dis, c'est pas sérieux. C'était le 3 avril. L'élection était le 29 avril. J'avais 26 jours pour me préparer à faire une élection. Le lendemain, je n'avais pas de téléphone, je n'avais pas de bureau. C'est grâce à un ami qui s'appelle Pierre Lamarre, notaire Lamarre, qui a tout mis ça sur pied. Sans lui, je pense que j'aurais été complètement désorganisé. Mais est-ce que vous avez eu une assemblée d'investiture ou ça vous a été nommé? Assemblée de nomination, purement et simplement. Pas d'adversaire? Pas d'adversaire, non. Il avait été éliminé par le parti. Et comment vous avez fait la transition là, entre ce que vous occupiez avant là, de sport et une campagne électorale? Campagne électorale, c'est un peu bizarre parce que, d'abord, je ne m'y attendais pas, soit dit en passant. Et la semaine après que j'ai accepté, donc vers le 4-5, j'ai appris par des gens de mon bureau, ma secrétaire, qu'on avait vidé mon bureau. C'était l'Union nationale qui était au pouvoir à ce moment-là. Alors, mon bureau avait été vidé probablement pour me rendre sur les nerfs. Ils n'ont pas réussi de toute façon. Je suis un gars très calme d'habitude, puis je suis demeuré calme, j'ai fait ma campagne, puis finalement, je l'ai gagné. Et là, quelle organisation vous aviez? J'imagine qu'on vous a fourni du monde, des moyens, des budgets pour la campagne? Budget, oui, très peu. D'ailleurs, moi, j'avais un avantage. J'étais assez bien connu à cause de la Cité des jeunes de Vaudreuil. Donc, je gravitais dans tout le territoire de Vaudreuil-Soulanges. J'avais des amis un peu partout. Je connaissais les maires parce qu'on avait organisé des tours cyclistes, toutes sortes de compétitions. Et je participais moi-même en cycliste là, à ramasser des fonds. On faisait en 30 000 en bicycle pour ramasser des fonds pour des organismes de charité. J'ai tenu le camp d'été des Alouettes avec Sam Etcheverry à la Cité des jeunes de Vaudreuil. Alors, c'est tous des trucs qui m'ont fait connaître quand même. Alors, et j'avais surtout un groupe de jeunes importants qui m'ont drôlement aidé. Ils ont fait des marches avec Paul Faneuf pour me faire connaître dans le comté et puis des choses semblables. C'était une campagne bizarre, originale. C'est le moins que je puisse dire. Mais efficace. Très efficace. Voilà. Mais c'était aussi un château fort libéral. M. Paul Gérin-Lajoie avait déjà été député de Vaudreuil-Soulanges. Il avait été battu. Il avait été battu avant de se faire élire, Paul Gérin-Lajoie. Oui. Il a été élu en 60, mais il avait été battu par M. Smith, Loyola Smith, qui est devenu député de l'Union nationale. Et finalement, en 1960, Paul Gérin-Lajoie s'est fait élire député de Vaudreuil-Soulanges. Et il y a eu un député entre ça, de 1969 à 1970, Eddie Béliveau, qui s'est fait élire sur l'Union nationale dans une élection partielle, en même temps que Jean Cournoyer, d'ailleurs. Mm-hmm. Mais là, il y a aussi une dimension importante. Vous aviez le tiers de l'électorat anglophone, ça aide beaucoup pour un candidat libéral. À cette époque-là, oui. Je dois bien dire à cette époque-là. C'est sûr que ça ne m'a pas nuit. Au contraire, d'ailleurs, les anglophones mettaient des pancartes de Paul Faneuf sur leur terrain, puis Dieu sait qu'ils sont de beaucoup de précautions pour leur terrain. Mm-hmm. Mais non, c'était vraiment facile de ce côté-là. Mais je prenais le train à Rigaud. J'avais une pancarte. J'étais tout seul. Je donnais des poignées de main avant que les gens s'embarquent dans le train. Ensuite, je prenais le train avec eux. Puis je débarquais à la fin. Puis je rembarquais dans un autre train. Puis j'ai fait ça. J'ai fait une campagne, en tout cas, amusante pour le moins que je puisse dire, originale. Et j'ai adoré ça. Et la représentation de l'électorat, est-ce que c'est une population à l'aise, une population urbaine? Il y a beaucoup de cultivateurs dans Vaudreuil-Soulanges parce que tout le haut du comté, comme on disait, ce sont des cultivateurs. Et ce sont des petites municipalités. Il y a 33 municipalités. J'avais 33 municipalités, donc 33 maires à rencontrer dans Vaudreuil-Soulanges. C'est quand même beaucoup. Mm-hmm. Et il y avait beaucoup de demandes pour des travaux mécanisés, pour des calvettes, D'ailleurs, il y a des choses que j'ai tout obligé d'apprendre. Moi, je n'étais pas un fermier, je ne connaissais pas grand-chose sur la terre. Un ami de Pierre Lamarre, justement, à qui j'ai demandé, j'ai dit, veux-tu me faire des différences à une Holstein, puis une Angus Aberdeen, etc. Il m'a amené, puis il m'a donné un cours sur l'agriculture,
grosso modo, pour que j'aille l'air un peu moins niaiseux quand je rencontrais les cultivateurs, ce qui était un peu drôle. Mais j'étais un natif de Montréal, un natif d'Huntsic, donc c'était pas mon bague. Et ces 33 municipalités, c'était un grand territoire. Vous avez eu beaucoup de... Ah, de Rivière-Baudette à Pointe-Fortune. Alors, ça comprenait l'île Perrot en entier. C'était un grand territoire, quand même. Un beau territoire, par contre, je dois avouer. Il y avait tout le canal Soulanges, et toutes les municipalités, petites municipalités le long du canal. Et on a discuté longtemps pour remettre le canal Soulanges en opération. J'espère qu'un jour, ça se fera. Et je pense à Saint-Polycarpe, Sainte-Lette. On a parlé de Sainte-Lette pour l'aéroport éventuellement, ce qui est devenu Mirabel par la suite. Alors, c'était des grandes terres et c'était des fermiers. Et là, votre victoire, elle était relativement facile. Une fois arrivé à Québec, comment ça s'est fait, la rencontre avec vos nouveaux collègues? Je dois vous avouer que d'abord, c'était la première fois que je mettais les pieds au Parlement. Alors, c'est vous dire que je n'ai pas planifié ma carrière politique. Et j'ai rencontré mes voisins de palier, puis mes voisins. On a fait un caucus aussi où j'ai rencontré quelques-uns, mais je ne les connaissais pas. Je connaissais peu de monde à ce moment-là. Mais j'avais mes voisins, Roger Pilote, etc., avec qui j'ai côtoyé. Puis il y avait le don de se lever sur la chaise bruyamment. C'était un colosse de gars. Le député du Lac-Saint-Jean. C'est ça. Il m'écrasait la main presque à chaque fois qu'il se levait. Mais c'était très sympathique, tout ça. Et c'est de même que j'ai commencé en politique, comme backbencher. Et est-ce que vous avez eu de la difficulté ou mis du temps à vous habituer aux nouvelles procédures, à la période de questions, vos premiers discours, etc.? D'abord, je n'ai pas prononcé de discours au départ, pour la bonne raison que je n'avais pas l'intention de le faire. Je pense qu'il faut apprendre son métier. C'est un métier qui s'apprend comme n'importe quoi. Et à l'époque, pour la Chambre, il y avait 837 articles, si ma mémoire ne fait pas défaut. Pour le règlement? C'était la Bible. Et Pierre Laporte nous avait donné quelques cours avant son décès. Et par la suite, je me suis tapé la lecture des 837 articles pour essayer d'apprendre ça le plus possible pour me sentir à l'aise. Mais je faisais référence avec le Code Morin, quand même, qui pouvait me sortir plus facilement du tout. D'ailleurs, j'ai présidé plusieurs commissions parlementaires et j'ai même présidé l'Assemblée nationale une fois. Et c'est une petite anecdote parce que j'ai été un peu coincé dans le règlement. Et Rémi Paul, qui avait été président de l'Assemblée nationale, m'a sorti du pétrin avec beaucoup de grâce et comme un gentleman qu'il était. Et je l'en remercie encore aujourd'hui, même s'il est décédé. Et j'ai eu le plaisir de voir sa femme par la suite et je lui ai fait ce message-là. Alors, Rémi Paul est un gentleman et je n'ai jamais oublié ça. Parce que, vous avez présidé l'Assemblée nationale, moi je ne suis pas avocat de formation. J'ai beau avoir présidé quelques commissions parlementaires à l'époque, avoir présidé des réunions comme tout le monde, mais c'est des réunions assez faciles, c'est pas des réunions structurées comme celles qu'on vit au Parlement. Parce qu'à ce moment-là, c'était assez structuré, malgré certains débats qui étaient houleux. Mais vous n'étiez pas vice-président de la Chambre à ce moment-là? Non. Président de commission? Président de commission parlementaire. C'était, si ma mémoire ne fait pas défaut, Harry Blank qui était vice-président. D'ailleurs, au grand roi de Jean-Noël Lavoie, il s'absentait souvent. C'est comme ça que j'ai fini par le remplacer une fois. Une fois, ça suffit, hein, parce que j'ai eu chaud cette fois-là, je dois l'avouer très humblement. La partie était différente. Très différente, en effet. Et bon, vous avez appris votre métier, ça a pris quelques mois, j'imagine. Est-ce qu'on vous a confié la tâche de présider les commissions assez rapidement? Oui, assez rapidement. Ouais. Ça vient naturellement. Et ça, je me suis senti très à l'aise parce que j'avais présidé des réunions d'affaires, des réunions d'organismes sportifs, des choses semblables. Ça ne me dérangeait pas particulièrement. Et d'ailleurs, c'est plus facile, le président d'une commission parlementaire que le président de l'Assemblée nationale, soit dit en passant. Est-ce que vous attendiez des tâches plus importantes que président de commission? Pas au début, absolument pas. Après 1 an et demi passé comme backbencher, je me suis ennuyé un peu, pour ne pas dire beaucoup. J'en ai fait part à mon premier ministre, Robert Bourassa, en lui disant, j'avoue qu'assumer mon rôle que par ma présence, je trouve ça un peu long. J'avais écrit un petit mot, d'ailleurs, très court là-dessus. Et j'avais mentionné certaines choses, comme il y avait 14 avocats qui avaient été élus en même temps que moi.
dont 12 sont devenus ministres. J'avais dit à Robert, ben, tu ne m'avais pas dit que ça aidait d'être avocat pour se faire nommer ministre. J'ai fait ça à la blague, très humblement et très gentiment, avec tout le respect que je devais à mon premier ministre de toute façon, mais en lui signalant le fait que, bon, j'avais le goût de travailler, j'avais le goût de faire quelque chose. Ma présence n'était pas suffisante pour moi. Alors, je trouvais que mon salaire était trop facilement gagné. Mais votre message a porté parce que peu de temps après, vous êtes nommé adjoint parlementaire. C'est ça, exact. L'éducation. Dans quelles circonstances ça s'est produit, ça? Ça s'est produit... Géloud avait démissionné comme responsable du Haut-Commissariat pour toutes sortes de raisons personnelles. Et Robert Bourassa m'a demandé de le remplacer. Et j'ai accepté parce que c'était mon domaine quand même. C'est un domaine que je connaissais d'ailleurs très bien, avec lequel je pouvais être très à l'aise. Alors j'ai accepté. Et j'ai eu la chance d'avoir été nommé adjoint parlementaire à l'éducation avec un ministre qui s'appelait François Cloutier, qui était un gentleman, qu'on disait un peu hautain, mais il pouvait développer une amitié. Moi, j'ai eu une amitié extraordinaire avec François Cloutier. Et d'ailleurs, c'est lui qui m'a dit, Paul, il dit, s'il y a une question en chambre qui a trait au Haut-Commissariat, je vais demander au président que tu puisses répondre comme si tu étais ministre. Et c'est ce qui est arrivé. Toute question relative au Haut-Commissariat, j'ai eu l'occasion d'y répondre. Je me sentais d'ailleurs très à l'aise. Et certains, je dois dire, dans l'opposition, je ne nommerai personne, m'ont dit à un moment donné, je t'en pose plus de questions, tu connais trop ton sujet. C'est un beau compliment. Oui, j'ai trouvé ça un beau compliment, en effet. Là, vous parlez du Haut-Commissariat à la jeunesse, loisirs et sports, oui. Mais pendant la même période, c'était toute la mouvance des Olympiques, des Jeux olympiques qui commençaient, que Montréal avait obtenu les Jeux. Oui. Qu'est-ce que ça vous inspirait, vous? Moi, ça m'inspirait le défi d'amener des athlètes à une plus grande participation aux Olympiques. Et j'ai eu deux amis, Yvan Dubois et Géloud, qui, un soir, s'étaient rencontrés puis avaient discuté de Mission Québec 76 à devenir à ce moment-là. M'en ont parlé, m'ont invité, m'ont rencontré ça. Alors, c'est pas mon idée, c'est l'idée de ces deux-là, et peut-être d'autres que je connais pas. Et j'ai trouvé l'idée extraordinaire. Et c'est comme ça qu'on a mis sur pied Mission Québec 76, qu'on a trouvé un lieu d'entraînement qui a été fourni par Canadair, un hangar, qu'on a mis quelqu'un de responsable, dont j'oublie le nom, qui s'est chargé de l'organisation du centre, qui est devenu une espèce de petit institut national des sports pour la période de formation des athlètes en vue des Olympiques. Et ça a très bien fonctionné. Et je dois avouer que le résultat de ça n'a pas seulement permis d'augmenter le nombre d'athlètes, mais ce qu'on voulait, nous autres, c'est 30 de participants aux Olympiques de 1976. Et 30 je m'explique, des juges, des officiels. Je voulais avoir 30 de personnes impliquées aux Olympiques. C'est ce qu'on a eu. On a obtenu le 30 d'ailleurs. Et ça a augmenté aussi le ratio d'athlètes? Oui, bien, écoutez, on a connu quelques succès. Il y avait des espoirs comme Claude Ferragne. Il y a eu Michel Vaillancourt qui, lui, a gagné une médaille d'argent sur un cheval qui s'appelait Branch County. Et c'est là que le Haut-Commissariat a joué un rôle important pour les athlètes et pour les fédérations. Louer un cheval, quand tu n'en as pas, il faut être multimillionnaire. C'est aussi simple que ça. Alors, moi, j'ai décidé que les Olympiques, ce n'était pas pour les millionnaires seulement. Tant mieux s'il y avait des millionnaires, mais aussi un athlète qui avait du talent. Et c'est pas moi qui le décidais, c'était les fédérations qui m'ont signalé que Michel Vaillancourt avait un talent fou et que s'il avait un bon cheval, bien, il pourrait gagner quelque chose, au moins participer, une participation importante aux Olympiques. Et c'est comme ça qu'on a décidé de financer, par le biais du Haut-Commissariat, 50 000 $ pour louer le Branch County, avec lequel Michel a gagné une médaille d'argent. Et on a financé beaucoup d'achats d'équipements, Fédération d'aviron, etc., qui ont servi, d'ailleurs, je regarde aujourd'hui le nombre de clubs qui existent en aviron comparativement à ce qui existait, à part de Otterburn Park, puis McGill, puis quelques clubs anglophones. Aujourd'hui, il y en a partout, dans le Lac-Saint-Jean, etc. Et ça a développé, ça a aidé. Et je pense que c'est grâce, pas je pense, je crois sincèrement, c'est grâce au commissariat et au financement du commissariat. Donc, vous avez de l'argent quand même pour aider les J'ai commencé avec 24 millions de budget, puis j'ai fini avec 44 millions de budget. Mais ce n'était pas du budget qui était donné pour des constructions, c'était des budgets qui étaient donnés pour des athlètes, des formations d'athlètes. Et d'ailleurs, il y a des Régent Genois,
Legendre qui a eu un octroi pour jouer au tennis en Floride, des gens comme ça. Boucher, d'ailleurs, en patinage de vitesse, il y a un anneau qui s'appelle, ici à Québec, Gaëtan Boucher. Et bien, Gaëtan était financé par le Haut-Commissariat à l'époque. Et il y en a plusieurs autres, et je suis quand même fier de ça. En février 1973, vous me corrigez si la date n'est pas bonne, M. Bourassa vous nomme ministre responsable du Haut-Commissariat. Et là, vous accédez au Conseil des ministres. C'est ça. C'est une étape de plus. Exact. Est-ce que là, vous voyez une étape additionnelle vers la création du ministère des Sports? Pas vraiment. Non? Parce que j'avais dit à Robert, puis j'avais dit à Raymond Garneau, au ministre des Finances à ce moment-là, à François Cloutier, que j'étais très à l'aise à l'intérieur du ministère de l'Éducation. Pour la bonne raison qu'on construisait des cégeps, on construisait des équipements, on mettait des gymnases. Et je voulais, pas pour avoir un gymnase municipal face à un gymnase scolaire. Ça aurait été complètement ridicule. Il fallait que le jeu se fasse entre les deux. Ce qui s'est fait d'ailleurs très bien. Il ne faut pas oublier qu'en 1970, il y avait un bassin olympique de 50 mètres qui était à Pointe-Claire. Et par la suite, maintenant, aller dans les universités, ils ont chacun leur bassin de 50 mètres. Il y a eu le centre Claude Robillard. Il y a des bassins de 50 mètres un peu partout. Puis il y a des 25 mètres, des semi-olympiques aussi, qui sont construits dans les cégeps. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut former en natation. Il n'y a aucune raison pourquoi on ne peut pas développer de bons athlètes en natation, puis de bons athlètes en plongeon avec les tours. On a des tours maintenant, puis on a des tremplins de plongeon, 1 mètre, 3 mètres en quantité industrielle. C'est pas là le problème. Le problème, c'est les entraîneurs. Il faut réussir à former ou aller chercher de bons entraîneurs. Alors, on en a peu encore. On n'a pas encore de grandes traditions dans ce domaine-là. J'espère qu'un jour, ça viendra. À votre époque, pré-olympique de 1976, est-ce que vous aviez une bonne écoute au Conseil des ministres là, pour encourager les athlètes, les développer? J'avais de bons appuis. Oui. Je dois dire que Raymond Garneau était un de ceux qui y croyaient. Robert Bourassa, d'ailleurs, comme premier ministre, il croyait. Ça, là-dessus, j'avais aucun problème. Il y avait plusieurs. Il y avait François Cloutier, naturellement. Il y avait... mon Dieu, je ne dois pas en oublier, mais j'avais de bons partenaires au Conseil des ministres. Il n'y a personne qui trouvait que vous étiez un peu trop insistant pour... J'avais de très bons arguments. Oui. On a créé l'Auto-Québec en 1969. C'est l'Union nationale qui a créé l'Auto-Québec. Il faut relire le discours de présentation pour former l'Auto-Québec, dans lequel le ministre des Finances, Mario Beaulieu, disait clairement que l'argent servirait à aider le milieu de la jeunesse, des loisirs et des sports. C'est clair, c'est dans son discours. Je m'en suis servi, pas à outrance, mais pour dire, à un moment donné, là, un instant, aujourd'hui, on sait que c'est 1 milliard que ça rapporte. Alors, qu'on mette des parties là où on devrait le faire, c'est comme des plaques d'immatriculation pour financer des autoroutes et des routes. C'est comme des domaines dans lesquels on collecte de l'argent, puis on doit le mettre au bon endroit. Je ne dis pas que tout l'argent devrait aller pour le sport et le loisir, c'est faux. Mais la croissance devrait continuer, et étape par étape, on devrait arriver à financer les besoins véritables, les besoins identifiés dans le domaine du loisir et du sport. Et pendant tout ce temps-là, le Québec se préparait, le Canada, le Québec se préparait aux Jeux olympiques. Est-ce que vous avez mis des structures en place pour améliorer la participation? Mission Québec 76. C'était ça. C'était vraiment ça. Et d'ailleurs, j'avais dit aux fédérations, quand il y avait des besoins, ils venaient me rencontrer puis m'exprimaient leurs besoins. Parce qu'en dehors de Mission Québec 76, il y avait des petits équipements. Bon, que ce soit dans le domaine du tir à l'arc, l'aviron, des choses semblables, il fallait qu'on finance des équipements. En dehors des arénas, parce que ça, on a financé des arénas là, pendant plusieurs années. Ça coûte 200 000 si ma mémoire ne fait pas défaut. Là. Mais un aréna, ça coûtait 600 700 000 Bon, l'aréna de Fatima, aux îles de la Madeleine, c'était pas évident. J'ai donné un octroi pour la retaper. J'ai financé un aréna à Chefferville, mais depuis ce temps-là, Chefferville n'existe même plus. Alors, il y a des choses qu'on a faites. On identifiait les besoins au fur et à mesure qu'ils se présentaient. Et on essayait d'y répondre lorsque c'était possible, lorsqu'on avait les financements pour. En 1974, je crois, vous avez proposé la création d'un Institut provincial des sports. Pourquoi ça n'a pas marché? Puis qu'est-ce que vous vouliez? C'était trop tôt. Moi, j'avais d'ailleurs l'œil sur le centre Claude Robillard. Ça a été l'instrument parfait pour devenir l'Institut des sports du Québec. Et ça, il y a des gens qui avaient peur parce qu'ils disaient « Oh, ça va être simplement l'élite qui va s'en servir. » Non.
Tu peux avoir un institut des sports qui est ouvert au public à des heures fixes, etc., pour répondre aux besoins du loisir sportif. Mais en dehors de ça, il y a un bassin de 50 mètres. Il y a des tours de plongeon extraordinaires. Il y a tout ce qu'il faut au Centre Claude Robillard pour faire l'Institut des sports. Alors, moi, c'était mes vues. J'ai dit, bon, tant et autant que ça va demeurer là. Moi, c'est sûr que j'avais été réélu en 1976, j'allais travailler très fort pour faire du Centre Claude Robillard l'Institut des sports du Québec. Et ça n'a jamais vu le jour? Ça n'a jamais vu le jour par manque de volonté politique. À l'époque aussi, il y avait des critiques à l'effet que les athlètes québécois étaient obligés de se nourrir de sandwichs au beurre de peanut parce qu'il n'y avait pas assez d'argent. Ça, c'est naturellement. Les journalistes sont... je peux Toujours les journalistes. Non, ben c'est sûr. D'ailleurs, j'ai dit à Gilles Blanchard, à un moment donné, Gilles, continue, parce que Gilles faisait de critiques constructives. Et je dis, Gilles, tu m'aides. Okay? Il était à la presse à l'époque. Il était à la presse à l'époque. Bon, puis il y en avait Richard Camiran aussi. Bon, des journalistes qui étaient honnêtes envers moi, mais qui avaient aussi la critique. Il y avait raison de critiquer. Tout n'était pas fait, puis tout n'est pas encore fait de toute façon. Et ça m'aidait, moi. Je disais, bien, écoutez, là, regardez là, ce qu'ils disent. Et c'est pas faux. Mais par contre, quand je regarde les critiques de la Fédération cycliste à l'époque, qui étaient assez vicieuses, pour employer ce mot, puis je regarde les équipements qu'on leur a laissés après les Olympiques, puis ils n'ont pas su quoi faire avec. Ça me choque un peu. Ça, je t'avoue que c'est mes grandes déceptions. Alors, si la Fédération cycliste veut répondre à cet argument-là, mais qu'il réponde, parce que j'ouvre la parenthèse. Mais le fait que les athlètes n'avaient pas beaucoup d'argent, c'était vrai aussi. C'était vrai aussi, mais si les athlètes sont bien accompagnés, vous voyez ce terme-là, ce qui était assez vrai quand même à l'époque à cause du centre qu'on avait créé à Canadair. Alors, ceux qui voulaient s'entraîner, puis qui étaient des athlètes qui méritaient d'être entraînés parce qu'ils étaient identifiés par leur fédération, il y avait l'aide voulue à ce moment-là. Alors, si certains athlètes mangeaient du beurre de pinot, ben, c'est bon pour la santé de toute façon. Hein? Une question de goût. Voilà. Est-ce que les athlètes québécois avaient leur place dans l'élite canadienne? Est-ce que les fédérations leur faisaient toute la place qui leur revenait? Probablement pas. Mais je ne peux pas faire une critique objective dans ce sens-là. Je pense que les postes se méritent. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai parti une équipe de gymnastique dans les années 60 avec Jacqueline Saint-Jean, qui était une gymnaste elle-même, qui était la sœur de Saint-Jean qui était aux Olympiques en haltérophilie, etc. Bon. C'était une fille extraordinaire, une fille qui travaillait très fort. D'ailleurs, on a formé des athlètes en gymnastique aux agrès. Bon. Vous savez, quand on demande à des commissaires d'école un cheval sautoir, qui se regarde et qui dit ben, des chevaux, on en a pas mal ici. Vous savez, on était là, hein? Les gymnastiques aux agrès, ça ne disait pas grand-chose. Des barres asymétriques, puis des barres parallèles, puis en tout cas des anneaux pour les hommes. C'était du chinois pour ben du monde à cette époque-là. C'était pas connu encore. Alors, c'est tout ça qu'il a fallu vendre, c'est tout ça qu'il a fallu créer. Maintenant, aujourd'hui, ben, les gens sont quand même mieux informés parce qu'ils ont vu des Olympiques. Et d'ailleurs, de notre équipe de gymnastes, il y a une jeune fille qui s'appelle Lise Arsenault, qui a fait partie de l'équipe canadienne, qui avait été choisie, puis qui était aux Jeux olympiques de Munich en 1972. Je suis un peu fier de ça, et je ne m'en cache pas. Et Jacqueline Saint-Jean aussi est très fière de ça, avec raison. Mais la fédération, vous dites, bon, peut-être que les fédérations canadiennes boudaient un peu les athlètes québécois. Oui, mais en athlétisme, on avait quand même des gens qui étaient très pro-québécois, puis qui ont aidé, puis qui ont développé l'athlétisme énormément. C'est un Français, de toute façon, qui a travaillé très fort. Et il y a des gens qui étaient très près, puis qui ont développé l'athlétisme, qui ont développé le sport, et qui ont pris leur place, de toute façon. Claude Ferragne avait sa place, il était aux Olympiques, quand même, c'était un Québécois. Alors, c'est pas vrai de dire que les Anglais contrôlaient tout, puis que la fédération était anglophone, puis non, non. C'est pas vrai, ça. Il y a eu des abus, comme il pouvait y avoir des abus dans n'importe quoi. Je vous remercie. On continue la semaine prochaine, M. Falef. Merci. C'est moi qui vous remercie.